Nous sommes très heureux de recevoir cette année Jean-Louis Grevet, le président de Perceva, qui nous fait le plaisir d'être à nos côtés à nouveau pour cette conférence. Vous êtes donc le président de cette société d'investissement. Et Laurent Pfeffer, on vous retrouve aussi. Nous vous avions vu il y a quelques années sur le cas, entre guillemets, l'étude de cas Emova. Et aujourd'hui, c'est votre qualité de président de... Excusez-moi, on a un petit peu de mal à vous entendre avec un petit écho. Pardon. Vous êtes là, donc je le disais, Laurent Pfeffer, en qualité de président de BPI Group, Bernard Paoli Group, leader du conseil RH en France. On reviendra dans un instant sur ce que ça veut dire sur l'émission et je le disais par rapport à Emova tout à l'heure, mais vous êtes très proche de l'écosystème de Perceva puisque vous êtes aussi impliqué, ou vous l'avez été, sur Daloyo. Jean-Louis, peut-être que je vais vous passer la parole tout de suite pour présenter avec vos mots à vous ce qu'est BPI Group, cette société qui réalise aujourd'hui environ 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Quand on dit leader du conseil RH en France, qu'est-ce que ça veut dire ? On va dire que c'est un des leaders, parce qu'il y a des acteurs importants comme Alixio, fondé par Raymond Soubi, et Sodi, qui a été fondé par Pierre Peracci. Donc, je dirais le BPI, son métier, c'est de traiter le capital humain pour le compte de grands clients, en général, qui sont des sociétés du CAC 40, ou des ETI, ou des entreprises étrangères qui ont besoin, dans toutes les problématiques en fait, du DRH d'une entreprise, d'un accompagnement sur des sujets très précis. J'ai beaucoup entendu parler évidemment de plans sociaux. Donc un des métiers de BPI, Laurent pourra en parler, c'est l'accompagnement des salariés dans cette épreuve. Voilà, mais il y a beaucoup d'autres métiers qui sont... Du coaching, le développement des talents, qualité de vie au travail, tout ça, ça fait partie de la gamme. Tout ce qu'on connaît tous. Alors, on va remettre un peu en perspective la trajectoire de BPI Group depuis que vous avez investi. Perceva, c'est un investissement qui remonte à 2012. Et puis, on verra ensuite avec Laurent le positionnement de l'entreprise, les perspectives de développement, puisque Laurent, vous avez rejoint l'aventure il y a à peu près un an en tant que président de cette société. Alors, Jean-Louis, investissement de Perceva dans BPI en 2012. Éclairez-nous un peu sur les raisons qui vous ont amené à devenir actionnaire de cette entreprise, alors que vous n'êtes pas, en général, chez Perceva, très enclin à investir dans le domaine du conseil, on va dire. C'est vrai que depuis 20 ans, on a vu beaucoup de dossiers dans le conseil, de SS2I, des sociétés dans l'ingénierie. On a toujours décliné les dossiers parce que, je dirais pour une raison très simple, c'est que les actifs prennent l'ascenseur tous les soirs et rentrent chez eux, en espérant qu'ils reviendront le lendemain, mais bon, c'est une boutade. Et donc on ne sentait pas la solidité de l'actif. Et là, il se trouve que par la qualité du fonds de commerce de BPI, par le métier de BPI, j'ai parlé de capital humain, qui est un métier où il n'y a pas de limite finalement au savoir-faire qu'on peut apporter à un client. Et aussi par l'ADN de Perceva, parce qu'on fait un métier, nous, dans le retournement, où on est confronté en permanence à des problématiques sociales. Je dis toujours qu'on ne retourne pas une entreprise jamais contre son camp social. Il faut obtenir l'adhésion des salariés dans un retournement. Moi, j'ai vécu sur ces 20 années 22 plans sociaux. Voilà, il faut accompagner les salariés. Quand on a repris il y a 4 ans notre affaire de matelas, il y avait 14 comités d'entreprise qui s'appelaient Coval à l'époque, qui s'appellent Adova aujourd'hui. Les 14 CE ont voté pour Perceva au tribunal, enfin donné un avis favorable à la reprise de Perceva contre Conforama et un groupe portugais. Voilà, donc il y a un vrai ADN chez Perceva sur le social. Et c'était très important pour nous. Donc finalement, on était sur un sujet qui nous passionnait. Et quelle était la situation de l'entreprise au plan financier, en fait, à l'époque, quand vous êtes rentré ? On est approché en 2011 par Claude Paoli, qui est l'épouse de Bernard Paoli, du fondateur, qui était décédé quelques années auparavant. Et Claude m'appelle et me dit, écoutez, j'ai entendu parler de vous, j'ai besoin de capitaux propres rapidement. Depuis 2 ans, mon chiffre d'affaires a décollé, mais il y a un tassement qui se produit depuis quelques mois. En fait, c'était la suite de la crise de 2008. C'est-à-dire qu'en fait, après la crise de 2008, le business a plutôt été favorable pour BPI. Il y a eu beaucoup de restructuration et donc de plans sociaux. Et donc, le chiffre d'affaires a beaucoup décollé entre les années 2008 et 2010. Et en 2011, ça s'est tassé. Sauf qu'il n'y avait pas d'outil de gestion dans l'entreprise. Il n'y avait pas de système pour contrôler les coûts. Madame Paoli avait recruté beaucoup de personnes. Elle était prise, donc il y avait un effet de ciseau sur la trésorerie. Les banques étaient nerveuses. Enfin voilà. Après, on rentre dans la spirale habituelle. Et
Et là, donc du coup, spirale habituelle dit solution pour en sortir. Est-ce que quelles sont les façons, en quoi a consisté concrètement le plan de retournement? Ça a quoi été les solutions pour sortir BPI de cette situation? Avant d'investir, on a quand même rencontré les cadres clés de l'entreprise. On a passé beaucoup de temps avec eux pour comprendre leur adhésion à une chose très simple, qui n'était pas dans la culture de BPI. Je rappelle que dans ces métiers-là, les actionnaires sont des personnes physiques souvent. J'ai parlé de Raymond Soubi, Pierre Ferracci, j'aurais pu en citer d'autres. Donc là, il y avait entre guillemets un horrible fonds de retournement qui arrivait dans le dispositif. Et la culture de BPI de l'époque, c'était pas du tout ça, je peux vous dire. C'était des gens très attachés à leur métier, confrontés à des situations sociales très difficiles, de salariés qui perdent leur emploi partout en France. Je ne sais pas si on est sur l'affaire de Béthune en ce moment, mais c'est ce type de situation. Voilà, donc le corps social, les salariés de BPI étaient très angoissés par l'arrivée d'un fonds Perceva. Voilà, il fallait les rassurer. Donc on a passé beaucoup de temps avec les personnes dans l'entreprise. On a recapitalisé l'entreprise, mais on leur a dit, sans tomber dans le délit d'entrave, assez rapidement qu'il y avait trop de coûts. Le coût dans ces métiers-là, c'est des salaires. Il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de coûts fixes. Les coûts fixes, ce sont les salaires des consultants et des salariés. Donc on a pris la décision de réduire de 25% la masse salariale. Un quart de l'effectif, c'est-à-dire un plan. BPI devait s'appliquer à elle-même très vite les prestations qu'elle vend à ses clients. Donc si on échouait dans ce plan social, on tuait le fonds de commerce de BPI. Donc on a fait ce plan social très très vite entre le mois de mars 2012 et juin 2012. Bon, ça a été fait. Je pense qu'on a perdu des personnes de qualité à ce moment-là, parce que quand on applique des critères, l'organisation, je dirais sociale et juridique de BPI était un peu complexe à l'époque, donc les critères n'étaient pas faciles à définir. Mais ça a été fait. Deuxièmement, on a mis en place des systèmes de gestion. Ce sont des métiers, le staffing, des consultants. On peut être sur des contrats qui durent 12 mois, 18 mois, 24 mois. Donc ce qu'on appelle l'ordonnancement des missions est un sujet très important. Le contrôle des temps, passé par les consultants sur les dossiers. La facturation, c'est bien de faire une mission, mais enfin encore faut-il se faire payer par le client. C'était pas tout à fait dans la culture des gens de BPI. Voilà, donc il a fallu qu'on remette tout ça en place, et puis surtout une équipe de management. Alors là, je dois dire. Pourquoi vous dites surtout? Pourquoi vous dites surtout une équipe de management? C'est un métier de personne, comme on dit, c'est un people business, donc il n'y a que de l'humain, et il fallait bien, aligner, redonner un sens pour les salariés de BPI. À la présence d'un fonds de retournement, parce qu'on ne peut pas se cacher, nous sommes un fonds de retournement qui devenait majoritaire dans le capital, des nouveaux dirigeants qu'il fallait mettre en place, parce qu'on n'avait pas à l'époque la bonne équipe. C'était Claude Paoli qui dirigeait l'entreprise, donc il fallait nommer une bonne équipe de management et puis obtenir l'adhésion des 400 personnes de BPI, partout en France, parce que c'est une entreprise qui a une empreinte très territoriale dans toutes les régions françaises. Donc ça a été compliqué pour nous, parce qu'il a fallu, on a tâtonné, on a nommé au départ un dirigeant de transition qui s'est révélé bon sur certains aspects, mais pas du tout en capacité d'entraîner les salariés. Après, on a nommé des dirigeants qui... c'est la partie la plus difficile dans notre métier, surtout dans des affaires en retournement, c'est de trouver les bons dirigeants. Parce que c'est un peu le mouton à 5 pattes. Quand vous cumulez une situation d'entreprise qui va mal, et donc surtout dans le métier de BPI où les clients peuvent prendre peur, et ça peut impacter le fonds de commerce, et vous avez encore des salariés qui sont inquiets, surtout en sortie de PSE, voilà, c'est compliqué. Donc on a eu plusieurs personnes de qualité qui ont dirigé BPI, mais qui ont réussi à remettre la société en situation de rentabilité positive, puisqu'à partir de 2015, l'entreprise gagnait de l'argent, et depuis elle gagne de l'argent, mais au prix de réduction de coûts permanente et sans développement de chiffre d'affaires. Voilà. Et donc ça n'allait pas, parce que ce sont des métiers, c'est un marché qui est en croissance.
comme je l'ai dit au début, il n'y a pas de limite comment dire, à la prestation que vous pouvez offrir, surtout dans le contexte actuel, comme vous pouvez l'imaginer, aux clients. Donc il y a beaucoup de capacité à faire croître le chiffre d'affaires, hein. Ce qu'on voit en ce moment, Laurent pourra en parler. Voilà, mais donc on a eu beaucoup de mal à stabiliser une équipe de management, et je dirais que depuis un an, très simplement, grâce à la présence de Laurent, Laurent, c'est un prolongement de Perceva, hein. Comme vous l'avez dit, il a redressé Montsouffleur, hein, brillamment. Il s'est occupé aussi de Dalloyau, qu'il a redressé. Bon, Dalloyau en ce moment vit une situation, comme tous les traiteurs, un peu compliquée, mais l'entreprise est solide avec une vraie stratégie de développement. Voilà. Et moi, j'ai demandé à Laurent de venir nous aider sur BPI parce qu'il fallait recréer une stabilisation globale du lien entre l'actionnaire et l'entreprise. Et on a, aux côtés de Laurent, la chance d'avoir une personne qui s'appelle Sibylle Delaporte, qui est une femme, qui est une ancienne de BPI d'ailleurs, hein, qui est une femme remarquable, qui est directrice générale aujourd'hui aux côtés de Laurent, et qui manage opérationnellement l'entreprise avec beaucoup de talent et voilà, avec beaucoup de succès depuis un an, puisque c'est une entreprise aujourd'hui qui est en forte croissance. Merci beaucoup Jean-Louis pour ce petit tour d'horizon. Alors Laurent, Jean-Louis le disait à l'instant, BPI ça gagne de l'argent, c'est une entreprise bénéficiaire depuis 2015. Donc c'est pas un dossier de retournement comme vous en avez pu en connaître d'autres dans votre carrière, on imagine bien. Non, c'est définitivement pas un dossier de retournement. C'est une belle entreprise qui est en plein développement. C'est à peu près 500 collaborateurs répartis sur 19 territoires. Et si on compte tous nos partenaires à l'international, c'est plus de 1500 collaborateurs. C'est une entreprise qui est définitivement tournée vers l'humain, et ça a été voulu par son fondateur dès le départ, puisque le métier qu'il avait inventé, c'était la restructuration aux entreprises, c'était comment on reclassait les emplois à l'époque. On parle de 1984, on ne parle pas d'aujourd'hui. Et au fur et à mesure, elle s'est tournée vers tous les autres métiers qui tournent autour du RH et du développement des compétences, c'est-à-dire vraiment la force humaine de nos entreprises. Pour vous donner quelques chiffres, en 2019, parce que c'est important, en tout cas nous, c'est des indicateurs qui nous parlent, BPI a accompagné 10 280 salariés dans un nouveau parcours professionnel. Elle a participé à la création de 1006 entreprises ou reprises d'entreprises. Derrière ces 1006 entreprises ou reprises d'entreprises, il y a plus de 2000 emplois créés. Donc ça, c'est des vrais chiffres dont on est fier. Et un autre chiffre également, vous savez que suivant la taille des plans, vous avez une partie de budget qui est allouée à la revitalisation. On a réinjecté 7,5 millions d'euros dans l'économie locale. Et on parlait de la Corrèze tout à l'heure, mais je pourrais parler de la Creuse aussi, et de pas mal de mesures dont on a aidé dans ces départements qui sont riches d'espace et qui méritent de s'en occuper un peu plus. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment important parce que c'est pour la première fois, c'est vrai que ça fait longtemps que je travaille avec Jean-Louis et Franck, mais pour la première fois, ce que j'ai su faire pour les entreprises, je le mets à disposition en fait des entreprises que l'on vient aider. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on parle que de cette crise et des entreprises qui vont mal, mais outre le fait qu'effectivement on accompagne beaucoup d'entreprises dans ce reclassement et cette nouvelle géographie de leur patrimoine humain, et on est très en amont. Ça, vous le sentez depuis quelques mois, oui, parce qu'en fait, quand on est appelé en fait à travailler, on l'est avant même que ce soit public, avant même que vous parliez d'un dossier tout à l'heure. Nous, on était dessus déjà depuis le mois de février. Vous voyez, donc c'est pas quelque chose. L'accélération ne s'est pas faite là, sortie de la période de confinement. On le voit déjà depuis le début d'année. C'est en ça que Jean-Louis dit que BPI a un thermomètre avancé de la crise. Enfin, vous détectez, vous êtes dans les dossiers bien en amont. Donc, pardon, je vous ai interrompu. Donc, sur cet aspect, en tout cas, dimension crise, PSE de vos missions, ça, vous le voyez depuis plusieurs mois. Mais pas tout le reste ne s'est pas arrêté. C'est-à-dire que quand on regarde la partie talent, développement des compétences, coaching, assessment, formation, toute cette partie-là, on pensait qu'elle serait à un moment donné un peu mise entre parenthèses, moins prioritaire, sortie, mais pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, elle est de fait liée, parce que si vous voulez, quand vous avez même une réduction de personnel, tout ce monde des vivants qui reste dans l'entreprise, il faut s'en occuper. Vous ne réduisez pas un personnel, sinon la boîte, elle est par terre. Hein. Donc si vous ne vous occupez pas du monde du vivant, en fait, qui reste, de façon à réorganiser l'entreprise, transformer l'organisation de l'entreprise, parce
que les gens se demandent tout de suite, je vais travailler 2 fois plus, 3 fois plus. Non, on va travailler différemment. Donc il faut la réorganiser. Il faut transformer les politiques sociales qui vont avec. Et donc tout ce travail sur les compétences, sur la réorganisation, il faut la porter en même temps. Vous ne pouvez pas faire un PSE sans travailler les autres, tout ce qui est autour. Et donc ces parties-là sont toujours en fort développement. Ça ne s'est pas arrêté du tout. Et du coup, comment est-ce que vous, donc on voit bien ce patchwork de missions, il continue, kaléidoscope identique. Comment en interne vous vous êtes organisé pour continuer à suivre vos missions en distanciel? Enfin, on imagine que du coup, vous avez été très sollicité par vos clients pendant cette période-là. En fait, chez BPI, ils avaient déjà amorcé longtemps avant la mobilité des équipes, on va dire. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est l'humain, c'est-à-dire les collaborateurs pour lesquels le client nous a confié la mission. Et donc, à partir du moment où cette période de confinement a accéléré la digitalisation de certains produits, entre autres sur le coaching, sur l'assessment, sur la formation, ça c'est important. Donc, toute la BU Talent, en fait, aujourd'hui, a cette particularité de proposer les deux, c'est-à-dire soit un parcours digital, soit un parcours physique. Mais sur la partie emploi, on va quand même privilégier, ce sont des candidats qui sont en perte d'emploi, et donc la relation avec leurs partenaires face à face est d'une toute autre nature qu'une derrière un écran. Donc en fait, on a des parcours collectifs qui peuvent se faire avec des workshops tout en digital, mais derrière, la relation est vraiment un tutu personnel est très important. Donc celle-là, parce qu'il y a de l'empathie, il y a du fluide qui passe entre ces deux personnes-là, et ça, on a besoin de le conserver. Donc ça, on va le conserver. Mais sur toute la partie talent, oui, ça a accéléré ce parcours digital. Et aujourd'hui, même, d'un point de vue organisationnel, ce qui est bien, c'est que lorsque vous, juste pour reprendre l'exemple de Béthune, vous avez besoin d'intervenir avec notre expert métier est à Toulouse, il va travailler une partie de sa mission en distanciel, une partie en physique, mais ça permet, d'éviter des mobilités géographiques à tout niveau. C'est bien-être pour le salarié, pour le consultant, c'est bien pour la planète aussi, et ça permet d'accélérer aussi ces transformations dans le cadre de ces missions. Oui, donc ça bride pas du tout, ça bride pas du tout votre fonctionnement, et ce mix-là, présentiel virtuel, il fonctionne très bien dans ce métier très humain entre guillemets. Et puis ça s'est passé naturellement. C'est-à-dire qu'il y a eu cette date limite dans laquelle plus personne ne pouvait accéder au bureau. On avait 19 bureaux fermés. Comme ce sont des gens qui ont l'habitude d'être mobiles, le VPN a très très bien marché. Les Teams et les autres réunions possibles ont fonctionné. On s'est quand même aperçu, mais immédiatement, c'est-à-dire c'est 24 heures, tout le monde était derrière un écran. On s'est quand même aperçu que 2 mois c'était déjà beaucoup. Parce que derrière, vous avez d'autres risques psychosociaux qui peuvent arriver chez le collaborateur, de par là où ils exercent leur métier. Voilà, c'est autant dans le bureau, tout le monde a la même qualité de vie, autant à la maison, on n'a pas forcément les mêmes qualités de vie. Donc, c'est important qu'il y ait ce retour en fait à une vie collective. Mais encore une fois, c'est ce qui est le mieux pour le client, c'est-à-dire le collaborateur dont on s'occupe, en fait, qui détermine la façon dont on va la modalité vraiment, donc comment on va travailler autour de lui. Alors on comprend bien, donc on se doute bien que le contexte est quand même porteur. J'aime pas le dire comme ça, c'est pas très élégant, mais on comprend tout ce que ça veut dire. On est rassuré aussi de voir, comme vous disiez, qu'on s'occupe encore du monde du vivant à l'intérieur de l'entreprise et qu'on continue à pouvoir dérouler ses missions. Donc rebond puissant du chiffre d'affaires. Point d'interrogation. J'ai mon actionnaire à côté, donc c'est compliqué. Donc trajectoire de croissance, je vais le dire comme ça. Évidemment, c'est simple. C'est-à-dire qu'il y a un très fort rebond du chiffre d'affaires sur l'exercice, déjà, on peut le dire, sur les 2 prochains exercices. Qu'est-ce que je crois qu'on parlait de 40 millions d'euros, Jean-Louis, l'année dernière, de chiffre d'affaires, c'est ça? Qu'est-ce que vous considérez, tous les deux, comme étant un peu l'étiage naturel pour une boîte comme BPI? Bon, il n'y a pas de... Nos limites. Voilà, non, mais il n'y a pas de limite. Après, il faut avoir les personnes pour produire les contrats. Hein. Mais BPI, 2 ans avant qu'on reprenne BPI, faisait 90 millions de chiffre d'affaires. Alors dedans, il y avait un gros contrat qui faisait perdre de l'argent en sous-traitance de Pôle emploi, voilà, dans le sud de la France, qui faisait environ 25 millions de chiffre d'affaires. Mais même si on met ça de côté, l'étiage, à mon avis, à 2-3 ans... ça peut être un doublement du chiffre d'affaires, mais je vais être très prudent parce que... Voilà.
Alors, on va demander à Laurent qui sera peut-être moins prudent dans ses prévisions. Sur Laurent. Non, mais en tout cas, l'année, comment ça se... Le plus bel indicateur, c'est pas celui de chiffre d'affaires. Le plus bel indicateur, depuis le début de l'année, on a embauché 51 personnes. On continue à embaucher des compétences, puisqu'on en a besoin, parce qu'une entreprise ne croit pas sans compétences. Voilà, donc ça, c'est pour nous hyper bien. Pour nous, le plus bel indicateur. On a un de nos cabinets de chasse que j'ai vu tout à l'heure, qui est dans la salle. Voilà, et ça, c'est le plus bel indicateur. Bon, donc bonne tenue des recrutements, bonne tenue du CA, bonne tenue du carnet de commandes aussi, de la commande client. On se dit qu'il devrait continuer dans les prochains mois. Du coup, Jean-Louis, la dernière question sera pour vous, et je sens que vous me voyez arriver un peu avec mes gros sabots, puisqu'on sent qu'il y a encore un réservoir de croissance, puisqu'on sait que vous avez investi en 2012 et qu'on est bientôt en 2021, est-ce que ça veut dire que l'horizon de sortie de BPI approche, étant donné cette bonne situation opérationnelle, cette stabilisation managériale, la durée de votre détention, ou est-ce que vous vous dites non mais c'est trop beau, il faut que ça dure encore un peu? Voilà, d'abord on aurait pu vendre BPI déjà plusieurs fois, puisque il y a des gens que j'ai cités qui sont venus nous voir pour essayer de le racheter, et d'autres que je n'ai pas cités qui ont essayé de le racheter aussi. Donc on n'est pas en manque de repreneurs. Nous, ce qu'on veut, c'est transformer l'entreprise avant de trouver un nouvel actionnaire, de faire un vrai travail de transformation. Le métier de Perceva, c'est pas des métiers de coûts financiers de court terme, c'est de la transformation. C'est comme ça qu'on lève des capitaux auprès de nos investisseurs finaux, et donc on leur explique à nos investisseurs finaux, puisque c'est tout par-delà, nous sommes sur des horizons d'investissement qui peuvent être très longs. C'est-à-dire que nous, un horizon de détention moyen typique, quand on prend l'historique de notre track record, c'est 7, 8, 9 ans. Ça, c'est la moyenne, oui, d'accord. Ok, ça, c'est la moyenne de détention historique. Ça peut être plus long, parfois c'est plus court, mais le sujet important, c'est qu'on veut remettre les clés à un nouvel actionnaire avec un vrai travail de transformation. Je pense que BPI est en train de faire ça. Ça avait déjà été engagé avant l'arrivée de Laurent, mais là on est en train d'être sans doute sur la dernière marche. Voilà, donc après il n'y a pas de pression particulière à céder l'actif, mais on sera vigilant à ce que le repreneur futur poursuive le développement de BPI. C'est un univers qui intéresse beaucoup les fonds d'investissement, oui. Ces métiers-là. Donc voilà, je pense qu'il peut y avoir des candidats à la reprise qui peuvent être des fonds d'investissement, mais il y a aussi beaucoup d'acteurs du métier ou pas du métier qui s'intéressent au savoir-faire de BPI. Il faut bien voir qu'en France, comme je l'ai expliqué, quand vous regardez dans les autres pays, souvent c'est des grands groupes plutôt d'essence américaine, avec des dimensions mondiales, qui sont dans ces métiers-là, et pour cause, parce que j'ai parlé du fait que les clients sont des boîtes du CAC 40 ou des grands groupes, ces gens-là demandent de plus en plus des prestations mondialisées, d'accompagnement de cadres dirigeants ou de réorganisation au niveau mondial. Donc il faut avoir une empreinte internationale. Les entreprises françaises sont encore très franco-françaises. De ce point de vue-là, BPI, je dirais, le plus avancé, comme l'expliquait Laurent, parce que Bernard Paoli, de longue date, avait compris qu'il fallait une empreinte internationale. Voilà, mais sinon, vous tombez, quand vous regardez le périmètre des sociétés françaises, ce sont des entreprises à capitaux familiaux, détenues par des personnalités qui ont une grande empreinte en France, et qui n'ont pas nécessairement une forte empreinte internationale. Donc c'est en ça que vous vous distinguez, donc on comprend bien sur votre point de vue sur la sortie qu'on suivra ça avec beaucoup d'attention, mais c'est pas encore pour tout de suite. Et peut-être vous donner, du coup, Jean-Louis, j'en profite, le mot de la fin un peu sur cette conférence. Je serais aussi contente de vous entendre sur un peu l'environnement de marché, ce que vous voyez de manière un peu plus globale dans les perspectives de deal dans les mois à venir, au-delà du cas BPI dont on parle. Écoutez, nous, très modestement, on est un petit poste d'observation de ce qui se passe dans l'univers du retournement en France. Bon, nous, c'est très simple, on a 2 fois plus de dossiers depuis le début de l'été qu'avant. Perceva, son rythme de chiffres, c'est une centaine de dossiers reçus par an, qui sont des affaires qui font entre 30 et, on va dire, pour prendre une fourchette large, 500 millions de chiffres d'affaires. Parfois, il y a des dossiers plus gros, et nous, on fait un investissement par an. Ça fait 20 ans qu'on opère dans ce métier, on a fait 20 dossiers, donc c'est facile. La moyenne, c'est un dossier par an, donc on n'est pas dans une stratégie de volume. Voilà, mais on reçoit d'habitude une centaine de dossiers par an.
Là, le rythme hebdomadaire de nouveaux dossiers a doublé. Alors, petite précision, ce ne sont pas des dossiers qui sont en difficulté de trésorerie. Donc je pense qu'ils sont encore loin de... Parce qu'ils ont eu le PGE, il y a eu le... Comment dire, le fait que les DCP ont été gelés jusqu'à la fin août. Toute une série de choses, le chômage partiel qui aide la trésorerie de l'entreprise. Mais nous voyons des dirigeants qui sont inquiets de la suite, qui savent qu'ils doivent se transformer, qui vont devoir restructurer, parfois faire des plans sociaux, qui savent qu'ils auront besoin de fonds propres, qui savent qu'ils n'ont pas forcément les bons actionnaires, et ils viennent nous voir en anticipation. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal. Oui. Voilà. Et bon, les opérations ne se cristallisent pas pour l'instant, mais d'abord, nous, on ne fait pas beaucoup de dossiers, donc on n'a pas trouvé pour l'instant le dossier qui nous convenait. Mais voilà, je pense qu'il va se passer des choses quand même. Il va se passer des choses. Non, mais c'est intéressant que vous nous remontiez aussi un peu ce sentiment sur le marché. Eh bien, écoutez, je vous propose que nous clôturions avec vous cet événement. Merci beaucoup tous les gens qui nous ont suivis à distance, ceux qui nous ont suivis en présentiel. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir partagé tous vos témoignages et toute votre expérience de manière, encore une fois, très transparente et sans phare. Merci beaucoup et à l'année prochaine pour la nouvelle édition de la conférence Retournement des entreprises. Merci beaucoup. Et merci Emmanuel.